OK, donc, les pistes de solution. Finalement, c'est ça le plus important. Donc, technique minimale de base. Il y a des choses qui ne coûtent pas cher, qu'il faut juste savoir, qu'il faut juste dire à nos producteurs qu'il faut qu'ils appliquent, qui ne coûtent à peu près rien, qui demandent un peu de temps. Il y a des techniques qui sont plus dispendieuses un peu, on va les regarder rapidement. Et puis, c'est quoi les outils de base pour bien gérer un silo à la ferme? Ensuite, de la formation. Donc, ça m'apparaît une des solutions. Les techniques minimales de base. Ajuster la batteuse au champ de façon à laisser les impuretés et les petits grains malades et fusariés au champ. Souvent, ils baissent le vent, puis enfin, je ne veux pas m'embarquer dans tous les ajustements d'une batteuse, là, mais vous savez qu'il y en a qui réussissent à battre ou à récolter du grain qui est beaucoup plus propre. Puis les petits grains, la plupart du temps, c'est eux autres qui sont les plus fusariés, c'est eux autres qui ont le plus beau taux de germination. Il faut mieux les laisser au champ que de les emmener au silo. Donc, ça commence là, l'entreposage. L'autre point, celui-là, il me tient à cœur, vous ne savez pas comment. Égaliser le grain à la fin du remplissage. Ça, là, vous comprenez le truc, hein? L'entrée d'air est là. L'air va toujours aller au plus facile. Donc, quand le silo se remplit au centre, le grain tombe là, il s'accumule en pointu. Toutes les particules fines sont au centre. Puis, le poids du grain qui tombe continuellement, ça pacte un peu le matériel. Les grains les plus grossiers vont de chaque côté. L'air passe bien plus facilement, donc c'est évident, c'est de gros bon sens, que si l'air passe surtout dans les côtés, la partie centrale, souvent, est presque pas ventilée. Je n'ai pas de chiffre à vous donner, ce n'est pas scientifique, c'est juste la logique, c'est juste le gros bon sens. Et je vous ai dit tantôt, j'ai fait une centaine de silos en semences l'automne dernier. Je n'ai vu, je pense, 2 sur 100 qui ont fait ça. Et ça, c'est élémentaire. Ça ne coûte rien. Il faut juste le savoir, il faut juste le faire. Donc, vous voyez donc la deuxième image où l'air peut circuler donc de chaque côté et au centre, un peu partout dans le silo. Ça, c'est vraiment important. L'autre, numéro 3, c'est ventiler durant environ une semaine sans arrêt à partir de la fin du remplissage, dépendant du taux d'humidité. Encore une fois, on sait que du grain qui vient juste d'être récolté continue à respirer pendant à peu près une semaine, donc il dégage la chaleur. Il faut, pendant une semaine de temps au minimum, après le dernier voyage entre au silo, ventiler pendant une semaine pour égaliser la température et refroidir la masse. Après ça, il faut arrêter. Parce que là, il y a des nuits où il y a de la brume, il y a des journées où il pleut toute la journée, puis là, on a l'effet yo-yo, c'est-à-dire que l'humidité, elle baisse le jour, elle monte la nuit, elle baisse le jour, elle monte la nuit. Donc, ils ont récolté, ils ont ventilé à un moment donné à la récolte. Il y avait peut-être une humidité à 16, 15, puis 2 mois après, l'humidité, des fois, est à 17. Elle a augmenté, même s'il a ventilé pendant 1 mois. Et on le voit ça, là, c'est pas une perception, là, c'est la réalité. Par la suite, donc, après une semaine. Puis j'ai dit une semaine, dépendant de l'humidité, parce que c'est sûr que si c'est récolté à, je ne sais pas moi, 19, 20, que c'est vraiment humide, une semaine, c'est peut-être passé. Il faut prendre un échantillon, mesurer l'humidité, mesurer la température. Encore une fois, le gros bon sens. Mais j'ai dit, en général, à peu près une semaine, si on récolte à 16, 17. Par la suite, ventiler le jour seulement. Au soleil, quand il fait plus 10, puis l'humidité relative à l'extérieur en bas de 70 %. Un petit humidimètre là, avec un cadran à température là, sur le mur de la maison à l'extérieur, vous allez dans n'importe quelle quincaillerie, ça coûte à peu près 10 $. C'est facile de savoir si l'humidité est en bas de 70. Oui, on part la fan, sinon on l'arrête. C'est simple, c'est pas dispendieux, il faut juste le faire. L'autre solution, c'est de surveiller par la suite régulièrement la température et la senteur par la porte du silo. C'est facile, une fois de temps en temps, il monte en haut, il rouvre la porte. Ça sent-tu bon? Est-ce qu'il y a de la chaleur encore qui sort? Il faut le surveiller, le silo. C'est une masse vivante, puis c'est pas donc inerte, ça bouge continuellement. Après ça, donc, aussitôt qu'il a vérifié régulièrement son humidité, s'il est rendu à 13 % ou à peu près, on arrête la ventilation et là, on fait attention par la suite aux grands écarts de température. Durant l'hiver, ça peut arriver comme cette période-ci, que des journées il fait très chaud, il y a du soleil,
Il peut y avoir de la transpiration un peu dans le silo, il faut le surveiller. Et le printemps, quand il y a les grandes périodes de réchauffement. J'ai marqué arrêter à 13, même si on dit que la limite c'est 14, il ne faut pas se rendre à la limite. Il vaut mieux arrêter à 13 pour avoir une marge de manœuvre de 13 à 14 d'humidité. Bon, dans les solutions supplémentaires souhaitables, là, qui demandent un peu plus d'investissement, pré-nettoyer le grain avant d'entrer de grain au silo pour enlever les impuretés. Pour les mêmes raisons que j'ai dit tantôt pour la batteuse au champ, idéalement, tout bon producteur commercial devrait avoir un pré-nettoyeur pour pré-nettoyer son matériel avant de le mettre au silo pour enlever les petits grains, les grains fusariés. C'est hyper important. Après ça, valider avec le fournisseur d'équipement ou un ingénieur conseil, parce que, comme vous avez vu, moi, je ne vous donne pas de chiffres sur les capacités des ventilateurs. Il y a toutes sortes de théories là-dessus. Est-ce que, en fonction du nombre de tonnes, de la hauteur, etc., la capacité du ventilateur, la capacité ou le nombre de sorties en CFM, il faut voir un ingénieur conseil. Il existe même des sites web où vous pouvez aller chercher de l'information. Il faut faire cette étape-là. Ensuite, je dis investir, encore une fois, donc, une unité de séchage à basse température raccordée à l'entrée du ventilateur. Température du grain, maximum 40 degrés. Ça, de plus en plus, maintenant, c'est disponible. Puis j'ai même vu des producteurs qui en ont à la ferme. C'est des petites unités qu'on peut mettre juste à l'entrée du ventilateur. On me dit que ça peut coûter autour d'à peu près 2 000 2 000 3 000 peut-être avec les frais d'installation électrique, etc. Il y a des systèmes qui se vendent avec du propane basse pression, un peu comme le propane qu'on utilise pour les barbecues et tout ça, là. Donc, ce n'est pas de la haute pression, c'est moins exigeant au point de vue sécurité. C'est vraiment abordable. En autant que vous réchauffez l'air qui rentre d'à peu près 5 degrés de plus que la température extérieure, on brûle l'humidité qui rentre dans le silo, puis on peut facilement le descendre par la suite. Mais donc, de toute façon, il y en a qui le passent même dans des silos séchoirs ou dans un séchoir. Il ne faut jamais que la température du grain dépasse 40 degrés Celsius ou 100 Fahrenheit pour être sûr qu'on ne brise pas la germination. Je dis qu'il faudrait avoir une sonde de température permanente à l'intérieur du silo. Ça existe, ça aussi. C'est un peu plus dispendieux, mais, dans le fond, sa fortune est là. Toute la récolte des efforts de son année est dans le silo. Pourquoi pas investir dans une sonde qui est fixe à l'intérieur du silo, qui pourrait lui donner une lecture? Ça peut même être relié à son ordinateur, ça pourrait être relié à son cellulaire. Aussitôt que la température dépasse X degrés, ça l'avertit. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Un contrôle automatisé départ-arrêt pour le ventilateur. Ça aussi, je me fais dire par plein de producteurs qu'il existe maintenant des contrôles qui disent que si tu peux l'ajouter en fonction de l'humidité relative extérieure que tu veux, puis que si jamais c'est en haut de 70, il arrête, puis aussitôt que l'humidité relative descend en bas de 70, ça part automatiquement. C'est des outils pas très dispendieux, puis qui permettent de sauver dans des cas de récolte. Un outil de base indispensable, un humidimètre. Hey, il y a à peu près 2, 3, 4 des producteurs qui ont ça. Les gars, ils ont des traiteuses main, tout le kit, des outils dans le garage. Mais un humidimètre, ça coûte à peu près 800, 1000 $ peut-être. Un bon humidimètre approuvé, calibré. Tout producteur devrait avoir ça. C'est le minimum. C'est un outil indispensable, comme j'ai dit. Peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné là, c'est une sonde aussi. Une sonde pour être capable d'échantillonner dans son grain qui peut descendre jusqu'à 4-5 pieds pour être capable d'avoir un meilleur échantillon. Un thermomètre à grain avec une longue tige. Ça aussi, c'est élémentaire. Une longue tige avec un thermomètre spécialement pour le grain qu'on peut descendre dans le silo pour vérifier la température. Un thermomètre et détecteur d'humidité relative, bien sûr, je n'ai parlé tantôt, c'est les petits cadrans, les petits contrôles que tu peux avoir qui ne sont pas dispendieux, que tu mets à l'extérieur, puis tu peux voir continuellement ce qui se passe. Puis l'outil, finalement, le plus simple et le plus indispensable, c'est le gros bon sens. Hein? Je l'ai dit tantôt, il faut égaliser le grain. C'est toutes des techniques logiques, simples, faciles à appliquer. La plupart du temps, ça fonctionne. Parce que je ne veux pas en même temps lancer la pierre et dire que tout le monde est tout croche. Il y en a plein de producteurs dans toutes ces régions-là que j'ai nommées tantôt qui, eux autres, réussissent 5 années sur 5. Ils nous livrent du grain à 12, à 13, belle qualité, belle couleur qui manque, jamais leur coût. Donc, il dit, je ne sais pas, c'est compliqué l'orge de brasserie, c'est compliqué la semence, je classe une année sur 3, puis j'ai des problèmes. Ben oui, mais tu sais, c'est élémentaire, ça, le gros bon sens. La formation, ben oui, je pense qu'il faudrait mettre en place un cours. Pas rien de trop, encore une fois, technique, trop sophistiqué, quelque chose de simple,
quelque chose qui résume un peu, je pense, ce que j'ai exprimé ici aujourd'hui, qui est accessible facilement. Profiter de toutes les opportunités des tribunes pour diffuser l'information, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'espère que vous allez aussi profiter de toutes les tribunes pour prêcher la bonne parole. C'est vraiment important. Formation, ça peut aussi passer à travers le CAAC. C'est sûrement un véhicule important pour atteindre l'objectif de diffuser cette information-là, que les producteurs y aient accès, soit par le web ou soit par des revues, ou par des dépliants. Ça devrait être fait aussi. Donc, le web, je n'ai parlé, le web peut aussi être utilisé, pas juste les sites web du CAAC, mais les sites web qui sont disponibles en général. Donc, en conclusion, j'espère avoir réussi à vous sensibiliser sur l'importance et l'urgence d'améliorer les techniques d'entreposage des céréales à la ferme. Ça, c'est vraiment le but premier. Moi, ça ne me donne rien de plus. Je vous l'ai dit, ça m'arrache le cœur quand je vois comment les producteurs laissent de l'argent là. C'est fou. Ça me dépasse. Sinon, à quoi sert l'amélioration génétique? Contrôler les parasites au champ, l'amélioration des techniques de production, si on ne réussit pas à conserver la qualité. On a vu tantôt 10 de rendement de plus, c'est important. Mais perdre 10 de la valeur de son grain dans le silo, c'est facile, c'est incroyable. Donc, je suis un peu jaloux de M. Brodeur ce matin qui nous disait dans sa présentation du puceron du soya que ça a très bien fonctionné, qu'il y a eu une mobilisation, que tout le monde a été sensibilisé au problème de la lutte antiparasitaire au puceron du soya. Bien, j'espère que ça sera la même affaire avec l'humidité d'un silo. C'est la grâce que je vous souhaite. Merci de votre attention.